Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. À la une ce vendredi 25 août. Le rapatriement volontaire de 198 réfugiés ivoiriens du Mali. Ils regagnent leur pays après 6 ans d'exil. Leur rapatriement a été organisé par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides ainsi que le Haut Commissariat aux réfugiés. Ce vendredi 25 août est dédié à la solidarité. C'est la journée nationale aujourd'hui. La célébration officielle aura lieu à Mayo, dans le département de Soubré. La ministre Mariatou Koné annonce la redynamisation du Fonds de solidarité. 50 soldats ivoiriens renforcent leurs capacités sur les opérations de maintien de la paix. Ils viennent de bénéficier d'un stage pour approfondir leurs connaissances. Le but est de mieux les armer pour les prochaines missions de paix. Enfin, en Angola, le MPLA, le parti du président sortant Eduardo dos Santos, va conserver le pouvoir. Après sa victoire aux élections générales, plus de 64% des voix obtenues selon les résultats provisoires, score rejeté par l'opposition qui dénonce des fraudes. Soyez les bienvenus sur RTI1. 198 réfugiés ivoiriens au Mali sont de retour en Côte d'Ivoire après 6 années d'exil. Le rapatriement volontaire a été organisé par le SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et par le HCR, au commissariat aux réfugiés. Herman Guivier pour les explications. À Noumabo, Marcory, 22 h. Dans un coin de ruelle, des véhicules de transport en commun sont stationnés. Des passagers, hommes, femmes et enfants, descendent de ces véhicules. La route a été longue. Les passagers de ces véhicules, ce sont 198 Ivoiriens qui avaient choisi le chemin de l'exil au Mali voisin suite à la crise post-électorale. Le voyage fut long et fatigant. Les mots sont absents. On était heureux de rentrer. Comme on a duré sans voyager là, ça nous a un peu fatigué. Moi, je suis fatigué vraiment. Tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de me reposer. Vraiment, je suis heureux. Plus de 900 km, c'est pas facile. Hein. Bon, on est bien arrivé. Dieu merci, tout le monde va bien. Après plusieurs années passées loin de leur pays, ils ont fait le choix du retour en terre natale. Selon des chiffres mis à disposition par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur une population d'exilés ivoiriens au Mali estimée à 1000 individus, 609 ont déjà effectué leur retour au pays. Pour ce contingent, 198 regagnent la Côte d'Ivoire, une opération de rapatriement volontaire conduite par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères, le Sahara. Accueillis au poste frontalier ivoiro-malien de Pogo, puis enregistrés à Korogo, ils ont mis le cap sur Abidjan pour l'escale d'une nuit au centre de transit d'Assab Sud à Noumabo. Les hommes là, vous allez être sur le hall. Hein? On a un hall là-bas, on va mettre les hommes là-bas. Dans les chambres, on va mettre les femmes. On fait venir des matelas tout à l'heure. Il y a des matelas ici. Donc dites à vos frères, tous les hommes là-bas, sur le hall. Heureux de retrouver leur pays, c'est une nouvelle vie qui commence pour toutes ces familles après les difficiles chemins de l'exil. Et nous sommes le 25 août aujourd'hui, justement c'est la journée nationale de la solidarité. La célébration officielle aura lieu à Mayo, dans le département de Soubré. La ministre Mariatou Koné annonce la redynamisation du Fonds de solidarité. Mais que retenir de ce fonds ? Qui sont les bénéficiaires et à quoi servira-t-il concrètement? Élément de réponse dans ce dossier signé Gabriel Zani. Rien que pour 2017, plus de 1000 familles sinistrées ont été recensées lors des pluies diluviennes à Abidjan et dans des localités de l'intérieur du pays. Ces sinistres et bien d'autres situations dramatiques accroissent le nombre de personnes dans le besoin. C'est le cas notamment des habitants de Kpakossou et Pont-Brimé, dans les sous-préfectures de Divo et de San Pedro. Ces villageois ont été délogés par des inondations d'une rare violence. Ici, là, c'est chez la couturière. Ici, c'est un maquis. Là, c'est un bas. Voilà, chez moi, chez ma grande soeur, chez mon grand-père. Donc, quand la maison est cassée, je voulais sauver les enfants. J'ai pris la petite fille pour aller déposer là-bas. En mon retour, je ne vois plus les enfants. Il y a au moins 3 à 4 jours qu'on ne peut pas aller à San Pedro et on ne peut pas aller aussi à Abidjan. Donc, on est au milieu. Vraiment, on a un problème même de manger. Les nourritures qui étaient dans la boutique sont finies. Il n'y a pas riz, donc on ne peut pas aller au champ, on est au milieu du village. Face à ces cas d'urgence, une réponse s'impose. Le gouvernement opte pour la redynamisation du Fonds national de la solidarité. Le Fonds national de la solidarité, c'est un fonds qui en principe existe
depuis 1999, mais qui n'était pas opérationnel. En tout cas, pas en matière de solidarité. Et donc, quand le président de la République a créé le ministère à l'époque de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, nous avons fait la demande d'opérationnalisation, de réactivation, de redynamisation de cette structure. Et donc, depuis 2016, le Fonds national de solidarité existe effectivement. Le Fonds national de la solidarité ne répond pas seulement aux interventions d'urgence. Il sera mis aussi au profit des catégories sociales à faible revenu, des agglomérations dépourvues du minimum d'infrastructures de base. Il y a d'abord les personnes indigentes. Ce sont des personnes qui, selon des critères de classement au niveau international, ont moins de 500 francs par jour. Les personnes qui sont victimes de terrorisme, comme on en a vécu à Grand Bassam. Les personnes qui sont victimes d'accidents collectifs, on peut prendre l'engagement de construire une petite école par-ci, une maternelle par-là, un petit centre de santé ici, pour des individus, mais également au niveau communautaire pour des groupes. Le fonds sera renfloué par des dons de bonne volonté des institutions nationales et internationales et aussi par les contributions du budget de l'État. Pour 2017, ce sont 1,5 milliard de francs CFA que le gouvernement met à disposition. Une enveloppe que les Ivoiriens espèrent voir utilisée à bon escient. Je pense que c'est une bonne initiative, pourvu que ça serve vraiment à la population. Mais le souci, c'est au niveau de la gestion. Est-ce que les fonds seront bien gérés? Est-ce que ceux qui seront à la tête de cette gestion-là, est-ce qu'ils ne vont pas se servir ou bien les nécessiter? Pour la ministre de la Solidarité, les dispositions sont prises pour garantir la transparence de la gestion du fonds. Nous contrôlons, il y a des banques ou des structures de microfinance avec qui nous allons travailler, où nous travaillons, qui suivent le déroulement, qui suivent le processus. Donc il y a un contrôle qui est tel qu'on ne peut pas s'asseoir à la maison et puis bénéficier de ce fonds-là. C'est le fonds de la solidarité, c'est pour aider les indigents. Quand on n'est pas indigent, on ne peut pas bénéficier de cela. Et une fois qu'on répond aux critères, on fait un tri des activités. Est-ce que c'est des activités ponctuelles ou des activités durables? Il y a une question de gouvernance qui est que l'argent de l'État doit aller aux personnes qui en ont effectivement besoin. La place de la fraude sera quasi inexistante, assure la ministre. Les populations également ont leur rôle à jouer dans la réussite de cette action. Tout un chacun doit pouvoir bénéficier de quelque chose, surtout du soutien de l'État. Toutefois, il faudrait que cela soit fait dans l'équité, des normes bien établies, qui est dans la précarité, afin que cette initiative puisse avoir l'adhésion de toute la population. Renforcer la cohésion sociale, c'est le but premier du fonds destiné à financer les différentes interventions. Il a été créé en 1999 et cette année 2017, le fonds sera mis en selle à la faveur de la célébration officielle de la Journée nationale de la solidarité. Voilà, redynamisation du Fonds de solidarité, un sujet signé Gabriel Zani. Le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État veut se faire une idée du fonctionnement, mais surtout toucher du doigt la réalité des structures relevant de son département. Après les douanes, Moussa Sanogo s'est rendu hier à la Direction générale des impôts. Il a invité la DGI à élargir l'assiette fiscale et à améliorer le niveau de recouvrement. L'enseigne Bakayoko. Au terme des échanges avec la Direction générale des impôts, le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État appelle les agents à faire preuve de labeur, de dévouement et de transparence dans le recouvrement des ressources. Les grands axes de la politique, c'est d'aller plus loin dans l'informatisation que vous avez déjà commencé. Je pense qu'à la matière, nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons beaucoup de marge en termes d'intégration, d'interconnexion de l'ensemble des systèmes informatiques. Avec cette numérisation, la priorité est donc d'élargir l'assiette fiscale et d'optimiser le rendement de ce secteur vital pour les caisses de l'État. Face aux enjeux, l'administration des impôts s'est dit déterminée à jouer pleinement le jeu. Il s'agit non seulement de renflouer les caisses publiques, mais surtout de garder son rang de première pourvoyeuse de ressources financières au budget national. Pour atteindre ces objectifs, quelques obstacles tout de même à lever. Il s'agit notamment des procédures de passation de marché. Il y a un arrêté portant procédure concurrentielle simplifiée dont l'application alourdit la gestion de notre budget et impacte négativement
l'exécution de nos missions. Il y a également la procédure d'exécution des dépenses financées sur la taxe spéciale d'équipement qui constitue pour nous un réel souci. Notre vœu, c'est de voir revenir la taxe d'équipement à la maison. Aux problèmes soulevés par la Direction générale des impôts, le gouvernement s'engage à apporter des solutions appropriées. À fin décembre 2017, ce sont 1994 milliards de francs CFA qui sont attendus de cette régie financière. Je l'annonçais en début de journal, 50 soldats ivoiriens renforcent leurs capacités sur les opérations de maintien de la paix. Ils viennent donc de bénéficier d'un stage pour approfondir leurs connaissances. Le but est clairement afficher mieux les armées pour les prochaines missions de paix. Le stage a été organisé conjointement par le Mali et la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Ce stage sur les connaissances fondamentales sur les opérations de maintien de la paix a regroupé 50 militaires ivoiriens. Pendant une semaine, ils se sont attelés à connaître le fonctionnement des opérations de maintien de la paix et leurs principes, l'établissement et l'opérationnalisation des mandats, l'évolution des opérations de soutien à la paix, la protection des droits des femmes et des enfants, les mécanismes de collaboration avec les partenaires et le respect de la diversité. La formation a été dispensée par des encadreurs et instructeurs de l'école de maintien de la paix de Bamako, Alioune Blondy Bey. Vous êtes aujourd'hui familier au fonctionnement des Nations Unies et à des opérations de maintien de la paix. Ces connaissances vous ouvriront, sans nul doute, de nouvelles perspectives dans votre carrière et dans la conduite quotidienne de vos tâches et responsabilités. Le stage de ces 50 militaires et gendarmes ivoiriens a été entièrement financé par la République fédérale d'Allemagne. Nous sommes convaincus que cette coopération plurinationale entre l'Allemagne, le Mali, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays du continent, ainsi que les échanges culturels qu'elle félicite, sont la clé pour garantir une sous-région stable et un développement durable. Les stagiaires sont maintenant aguerris pour aller en opération extérieure car ces cours sont des modules des Nations Unies pour la formation obligatoire préalable au déploiement. Impartialité, non-usage de la force, sauf en légitime défense. Voici les principes fondamentaux pour les opérations de maintien de la paix. Chers stagiaires, vous avez un souffle nouveau. Porteur de fierté, nous plaçons en vous un espoir très fort. Notre pays est résolument engagé dans la résolution des conflits, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef des armées. C'est dire tout l'intérêt que la hiérarchie accorde au renforcement des capacités humaines de notre outil de défense. L'école de maintien de la paix Alioune Blondy Bey du Mali a pour mission de renforcer les capacités opérationnelles des armées africaines dans l'exercice de recherche de la paix, de prévention et de gestion durable des conflits. Et toujours au chapitre défense, l'état-major général des armées récompense les lauréats du défilé militaire du 7 août dernier. Des prix ont donc été décernés aux meilleures unités au défilé de l'indépendance, une initiative de l'état-major général des armées. Et cette année, le premier prix a été décerné à la brigade féminine de la police nationale qui a été félicitée par le chef d'état-major général des armées. La coopération japonaise va construire un nouveau marché et un port de pêche dans la ville de Sassandra. 16 milliards de francs CFA seront donc débloqués. Le préfet de la région du Boclé, en compagnie des élus, a visité le chantier du marché qui va être livré dans moins d'1 an. Sam Kona, Mamadou Kwasi. Sur cet espace de 2 hectares se construit le nouveau marché central de la ville de Sassandra. Un don de la coopération japonaise, JICA, d'un coût global de 6 milliards de francs CFA. Lamine Koulibaly, préfet de la région du Boclé, en compagnie des élus, visite le chantier. Nous souhaitons que les travaux continuent à avancer tel que prévu par votre agenda et que très rapidement on puisse aborder la construction du débarcadère. Ce projet, en effet, va changer le visage de la ville de Sassandra, une ville qui accuse un retard au niveau des infrastructures économiques. C'est un bien de la population, c'est un bien de toute la région. Tout ce qui a toujours concédé Sassandra a toujours été au stade des projets. Pour une fois, à Sassandra, et grâce au président Alassane, il y a eu une effectivité.
Le nouveau marché des Sassandra en chantier est une partie intégrante du vaste projet de construction du port de pêche qui va coûter au total 15 milliards de francs CFA, dont du Japon à la Côte d'Ivoire, offert à la région du Bouaklé, d'où la reconnaissance des fils de cette région. Je voudrais d'abord remercier le président Ouattara. Nous voulons lui dire sincèrement merci au nom de toutes les populations de la région du Bouaklé, c'est-à-dire du département de Fresco. Je veux dire merci surtout au ministre Adjoumani. Je voudrais féliciter tous les élus pour l'engagement mis dans la réalisation de ce grand projet. Ce marché sera livré au mois de juillet 2018. Commencera alors, dans ce même mois, la construction du port de pêche, ont indiqué les entrepreneurs japonais. Notons que le don du Japon offre plus de 300 emplois à la jeunesse de la région du Bouaklé. Nous allons à présent sillonner quelques routes ici à Abidjan et je vous conduis précisément à Yopougon sur la voie reliant Port-Boued 2 à Banco 2, mais prudence car ce sera pas du tout facile. La voie est dans un état de dégradation avancée, une situation décriée par les automobilistes et par les riverains. Yopougon Carrefour zone la voie reliant Port-Boued 2 à Banco. Un véritable calvaire pour les usagers et riverains. La voie, comme vous le voyez, en dégradation. Il y a bien longtemps que c'est ainsi. Un jour, j'étais assis, il y a un bâcher qui a quitté comme ça. En tournant, il est rentré. Il a eu la chance, il devrait prendre ce poteau-là même. C'est nous-mêmes, on a celui le bâcher pour mettre sur la voie. La dégradation de la voie inquiète les populations qui dénoncent leur incivisme. La route est dégradée, passez là, il y a trop de voitures. On a obligé de forcer. La pluie. Et puis, secondo, la population qui ne prend pas le temps de prendre soin de leur environnement. Nous pensons maintenant à mettre des briques ou soit des sacs remplis et fermés, remblayés jusqu'au caniveau que vous voyez là, afin que la mairie ou soit l'État nous vienne en aide. Deux facteurs sont à l'origine de cette dégradation, selon la mairie. Il y a l'action des hommes, mais il y a le phénomène naturel également. Le phénomène naturel, c'est l'eau, la pluie. On ne peut pas arrêter les pluies. Le revers, ce sont les canaux que des canaux que nous avons construits, qui, quelquefois, du fait de l'action de l'homme, ne fonctionnent pas correctement. Des études sont en cours en vue de restaurer le réseau routier de Yopougon. Très rapidement, nous allons trouver la solution pour relever, sinon diminuer la hauteur de chute, la hauteur qu'il y a entre la couche de roulement et le niveau du sol naturel à cet endroit. Nous allons faire un remblai. Mais le remblai seul ne suffit pas. Soit vous engazonnez ou bien vous bétonnez. Nous allons voir la solution qui sied avec nos moyens. La durée de vie d'une route est de 15 années. La mairie va procéder au reprofilage des voiries de Yopougon dans un bref délai. Reportage réalisé par Frédéric Olaï et Chantal Akanda. Je vous conduis maintenant dans un décor très différent à la rencontre organisée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, un atelier tenu dans la commune du Plateau pour arrêter des stratégies de lutte contre l'avancée de la dégradation des terres en Côte d'Ivoire. Christian Mondé, Grâce Kando. La dégradation des terres, une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. 11% des terres sont concernées, soit plus de 3 millions d'hectares de sol, selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Cette situation est entre autres due aux produits de rente, l'érosion, l'exploitation abusive des essences forestières et minières et les feux de brousse. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable initie alors une rencontre d'échange en vue de trouver des stratégies de lutte contre cette dégradation. Avec la neutralité en matière de dégradation des terres, nous voulons freiner la dégradation des terres. Non seulement cela, mais faire en sorte que les terres perdues soient restaurées. Beaucoup d'actions ont été menées, des actions de sensibilisation, surtout en milieu rural où nous avons un taux de déboisement important. Je pense que ces actions aujourd'hui encouragent la population à reboiser, à replanter et aussi à utiliser les engrais organiques. Les résolutions de cette rencontre seront présentées au gouvernement. Notre rapport, c'est d'accompagner
le gouvernement, les décideurs et autres, pour qu'au moins on puisse reconvertir cette terre, pour qu'on puisse retrouver encore la forêt vierge. La Côte d'Ivoire entend marquer sa volonté d'assurer la restauration des terres dégradées en mettant en cohérence sa politique sectorielle. Cela passe par le renforcement des capacités des acteurs à travers la mise en place d'un système d'information sur les activités de lutte contre la dégradation des terres. Des représentants de 16 partis politiques se prononcent sur la gouvernance en Côte d'Ivoire. Leurs avis et évaluations ont été recueillis au cours d'une rencontre organisée par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CN-MAEP. Explication détaillée avec Gabriel Zani. La démocratie politique, la gestion et la gouvernance économique, la gouvernance d'entreprise et le développement socio-économique passés au peigne fin par des représentants de 16 partis politiques. C'était au cours d'un forum citoyen tenu par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNN-MAEP. Il n'est pas question de dénoncer X et Y, les politiques qui sont mises en œuvre. Est-ce que cela satisfait aux différents critères internationalement admis? C'est ça, c'est là qu'on vous attend. Ces rencontres sont des enquêtes qualitatives pour amener le pays à se conformer aux normes internationales en la matière. Selon le représentant du ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, le pays a besoin d'échanges constructifs sur la gouvernance. Si on a coutume de dire que le parti qui est le politique qui est au pouvoir a le leadership de l'action, il n'en demeure pas moins que tous les autres partis, par leurs critiques et observations, impactent l'action du gouvernement. C'est ça la règle de la démocratie, l'essence de la démocratie. À la fin des consultations en commission, les avis des participants sont certes partagés, mais à ce forum, il s'est agi plutôt de faire des propositions constructives. Les participants ont retenu qu'il faille faire des états généraux, aussi bien dans le système de santé, le système d'éducation, parce que c'est au cours de ces états généraux que des diagnostics véritables seront posés et des solutions, je puis dire des remèdes seront apportés. Ça a été des échanges très francs et ça nous a permis de montrer que la démocratie est en marche en Côte d'Ivoire parce que tous les mécanismes dont un pays a besoin pour véritablement progresser en matière de démocratie existent. Ce forum a été suscité après de multiples consultations auprès des partis politiques. Un rapport général est donc attendu. L'évaluation s'est faite en présence de Mahmoud Kayal, le panéliste du MAEP en charge de l'évaluation de la Côte d'Ivoire, conformément à son adhésion au MAEP en 2015 à Addis Abeba. Et au RDA, on prépare activement le 3e congrès. L'un des cadres du parti, Touré Mamadou, vient justement de sillonner les localités de Divo et de Saint-Fra. Il est allé remobiliser les militants en vue du congrès prévu en septembre prochain. Abou Sanogo. Redynamiser les bases, mettre à jour le répertoire des structures du parti, dresser l'inventaire des structures locales sont entre autres les missions que s'est assigné Touré Mamadou lors de sa tournée dans les localités de Divo et Boisflé. Selon l'émissaire du RDR, sa tournée est placée sous le sceau de la solidarité et de la reconnaissance du mérite. C'est pourquoi il appelle à l'union et au rassemblement avant la tenue du 3e congrès. Le président estime que les 3 années et demie qui lui restent, il veut se consacrer à ce pourquoi vous l'avez voté. Trouver du travail aux jeunes, aider nos mamans à avoir du revenu, aider nos villes à avoir des hôpitaux, aider nos villes à avoir des écoles. Il veut, pendant ces 3 années et demie, que le RDR remobilisé l'aide à réaliser son programme. Le RDR pour une Côte d'Ivoire rassemblée est le thème du 3e congrès du Rassemblement des Républicains, congrès qui se tiendra le 9 et 10 septembre prochain. Mais avant, le ministre Touré Mamadou entend sillonner d'autres localités pour donner du tonus à la mobilisation. Et la mobilisation se poursuit également dans le Bassa central. Les militants du Rassemblement des Républicains ont tenu 2 grands meetings de remobilisation à San Pedro et à Sassandra. Objectif de ces meetings, préparer le 3e congrès. Sam Conan, Herman Kivi. C'est à la place Alassane Ouattara de San Pedro
C'est au quartier Bardot que les militants du RDR se sont donné rendez-vous pour marquer leur participation prochaine au 3e congrès du RDR qui se tiendra en septembre à Abidjan. Désormais à San Pedro ici, au sein du RDR, nous avons décidé d'avoir un RDR uni, un RDR fort et un RDR conquérant. Le congrès et les vérités seront dites et nous allons ressortir du congrès très fort. L'émissaire du Rassemblement des Républicains, Philippe Legré, a salué la grande mobilisation des militants du RDR de San Pedro pour ce qui concerne les préparatifs de ce 3e congrès. Le congrès se prépare très bien à San Pedro et ça prouve que le peuple de San Pedro est vraiment content du président Ouattara et de la direction du RDR. À Sassandra, les militants du RDR se sont également retrouvés. C'est dans l'espoir d'un congrès constructif pour un RDR nouveau que les militants du Rassemblement des Républicains se sont quittés. Nous partons maintenant pour la région du Kabadougou à la rencontre de ces braves femmes. Elles sont dans le commerce, dans les champs ou dans bien d'autres activités. Les femmes de la région du Kabadougou contribuent au développement de la localité et pour leur rapport au rayonnement de la région, les femmes du Kabadougou ont été célébrées. On voit cela avec notre reporter Moussa Konati. Il a fallu du temps, mais Fanta a fini par réaliser son rêve. Devenue indépendante grâce à son commerce de pagne. Je suis dans le commerce de pagne, ça fait très maintenant 16 ans. J'ai commencé un peu avec les pagnes mi-francs. Je vendais ça en promenant. Doucement, jusqu'à j'ai eu place. On a fait une petite caisse, donc je me débrouille dans ça maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Au marché, comme dans les champs ou dans bien d'autres secteurs d'activité, les femmes dans le Kabadougou contribuent au rayonnement de la région. Leur concours au développement est donc reconnu et célébré ici à Gbéléban. Bonne fête à mes mamans, main dans la main, travailler ensemble en collaboration pour que la région aille de l'avant. Cérémonie d'hommage aux femmes, un moment de joie partagé avec les autorités et cadres de la région. Nous célébrons aujourd'hui les femmes du Kabadougou. Les décisions prises donc par le conseil régional qui depuis quelques années a décidé de célébrer la femme de façon tournante dans les différents départements. Cette année c'est à Gbéléban et donc nous sommes venus soutenir nos sœurs, nos mamans. Nous avons un vaste programme concernant les femmes, bien sûr avec l'appui de l'autorité gouvernementale. Un programme sur la fourniture des moulins. Nous avons également un programme qui concerne un fonds de garantie qui porte sur 100 millions de francs CFA, avec la possibilité d'appuyer les femmes dans les différents projets. À cette célébration, plusieurs associations issues de 27 villages ont reçu des dons. Plus loin, en Arabie Saoudite, les pèlerins ivoiriens poursuivent leur hajj. Après les sites historiques de Médine liés à la vie du prophète de l'islam, les pèlerins ivoiriens sont allés à la découverte des sites prophétiques de la Mecque. Konepa Gassoro est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. La montagne As-Saouro a constitué la première étape de cette visite. Montagne qui a servi de refuge pendant 3 jours au prophète de l'islam et à ses compagnons parce que persécutés et menacés de mort par des mécréants. Ensuite, cap a été mis sur le mont Arafat, lieu de rencontre entre Adam et Ève après qu'ils aient été chassés du paradis. Leur péché, avoir consommé le fruit interdit. Avant-dernière étape, Moudalifa et Mina, des sites consacrés à la prière, aux louanges, aux bénédictions et à la lapidation des stèles représentant Satan. La montagne Jabal Nour, la montagne de la lumière où le prophète Mohammed a reçu la première révélation du Tout-Puissant à travers l'ange Gabriel, dernière étape de la Zéra à la Mecque. On est venu pour que les pèlerins sachent le parcours que le prophète de l'islam a fait durant son séjour à la Mecque pour que ça nous renforce en foi. Les pèlerins, eux, n'ont pas boudé leur plaisir. Ils se disent fiers d'avoir découvert ces différents sites prophétiques. Depuis que je suis arrivée à la Mecque, je suis tellement émerveillée. Je serai toujours dans le droit chemin pour venir visiter ce site. Car il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Il faut le vivre pour croire en Allah. Je suis très heureuse de voir cette montagne. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je serai là. L'occasion aussi pour les guides religieux d'exhorter l'ensemble des pèlerins à multiplier prières, adorations et invocations en vue de bénéficier des mérites du pèlerinage.
De l'autre côté du globe, en Angola, le MPLA, le parti du président sortant, José Eduardo dos Santos, va conserver le pouvoir après sa victoire aux élections générales. Le parti au pouvoir a obtenu plus de 64% des voix selon les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale électorale. Des scores que l'opposition rejette. L'UNITA et un autre parti de l'opposition dénoncent des fraudes et promettent de publier leurs propres résultats. On va terminer par la Sierra Leone. 11 jours après les inondations qui ont frappé Freetown, la capitale, et dans lesquelles ont péri des centaines de victimes, les secouristes continuent les recherches. Plus de 800 personnes sont toujours portées disparues selon le gouvernement sierra-léonais. Quotidiennement donc, les sauveteurs retrouvent des corps ensevelis sous les habitations effondrées ou emportés par des coulées de boue. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure.